Vous vous réveillez au son de l'affûtage de l'acier dans l'obscurité prématinale de la Tour de Londres, le 19 mai 1536. Le frottement rythmique de la pierre humide contre la lame perce le brouillard matinal comme un glas. Chaque coup est délibéré, méthodique, final. Vous êtes l'ancienne reine d'Angleterre et dans moins de 4 heures, cette lame séparera votre tête de vos épaules. Les murs de pierre de votre cellule semblent battre au rythme de votre cœur, tandis que vous êtes assise au bord de votre lit étroit. Vos mains tremblent, non pas de froid, mais du poids de la connaissance. Dehors, à votre fenêtre, vous entendez les charpentiers assembler l'échafaud qui servira de scène à votre performance finale. Chaque coup de leur maillet résonne dans vos os, un compte à rebours vers l'oubli qui dure depuis des semaines. Vos dames de compagnie se meuvent dans la chambre comme des fantômes, leurs visages pâles et tirés. Elles vous habillent d'une robe en damas gris avec une chemise blanche, aux couleurs du deuil et de la pureté. Bien que vous vous demandiez amèrement laquelle vous convient maintenant, l'ironie ne vous échappe pas. Henri a choisi ses couleurs. Même dans la mort, il cherche à contrôler le récit, à vous présenter comme une pécheresse repentante, plutôt que comme une épouse trahie. L'air dans la tour porte l'odeur de la boue du fleuve et du malheur humain. Mais ce matin, il est teinté de quelque chose d'autre. L'odeur métallique de la peur et la fumée douce de l'encens de la chapelle où des prières sont dites pour votre âme. Vous entendez le murmure des voix au-delà de votre porte, le bruit des pas, le cliquetis des armures tandis que les gardes prennent position. La machine de la mort est déjà en marche, et vous n'êtes que la pièce centrale de cette horreur élaborée et chorégraphiée. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces anciennes histoires ensemble, de différents endroits du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Le cauchemar qui se terminerait par l'exécution d'Anne n'a pas commencé par la trahison ou l'adultère, mais par le besoin désespéré d'Henri VII d'un héritier mâle et son obsession croissante pour Jane Seymour. En janvier 1536, Anne avait subi un autre avortement. Celui-ci fut particulièrement dévastateur, car il survint le même jour où Henri subit un grave accident de joute qui le laissa inconscient pendant 2 heures. Le symbolisme n'échappa à personne à la cour. Alors que le roi était au bord de la mort, les espoirs d'Anne de consolider sa position par la maternité s'évanouissaient également. L'enfant mort-né était censé être un garçon, détail, qui hantait les derniers mois d'Anne. Henri, qui avait rompu avec Rome et déchiré l'Angleterre pour l'épouser, commença à murmurer que leur union était maudite par Dieu. Les mêmes arguments théologiques qu'il avait utilisés pour annuler son mariage avec Catherine d'Aragon étaient maintenant retournés contre Anne. L'ironie était d'une cruauté exquise. Les justifications mêmes qu'il avait élevées allaient maintenant la détruire. Mais Henri avait besoin de plus que le mécontentement divin pour se débarrasser d'Anne. Il avait besoin de motifs juridiques qui ne remettraient pas en question son propre jugement, ni la légitimité de leur fille Élisabeth, Thomas Cromwell, le principal ministre d'Henri, et un homme dont la survie dépendait d'anticiper les désirs du roi, commença à construire un dossier si élaboré et accablant qu'il ne détruirait pas seulement Anne, mais anéantirait toute sympathie à son égard. Le premier fil que Cromwell tira fut la relation d'Anne avec le musicien de cour Mark Smeaton. Smeaton était tout ce qu'Henri n'était pas, jeune, vif aux cheveux noirs, et doté d'un charme facile qui le rendait populaire auprès des dames de la cour. Le 30 avril 1536, Cromwell fit arrêter Smeaton et le fit conduire à sa maison à Stepney, où le jeune homme fut soumis à un interrogatoire qui comprenait probablement la torture, bien qu'aucun document officiel ne survive concernant les méthodes spécifiques utilisées. Ce que nous savons, c'est que Smeaton, qui avait initialement nié toute relation inappropriée avec la reine, sortit de l'interrogatoire de Cromwell, prêt à confesser non seulement l'adultère avec Anne, mais aussi des détails spécifiques qui constitueraient l'épine dorsale du dossier contre elle. Le moment et la nature de son confession suggèrent un homme brisé par la douleur et la terreur, prêt à tout dire pour arrêter l'agonie. Avec la confession de Smeaton en main, Cromwell se mit rapidement à construire un réseau de conspirateurs, présumés. Henry Norris, le valet de pied du roi et l'un de ses amis les plus proches,
fut arrêté le 1er mai lors des célébrations du 1er mai à Greenwich Palace. L'ironie d'arrêter Norris lors d'une fête de printemps et de renouveau n'échappa à personne. C'était comme si Cromwell empoisonnait délibérément chaque symbole de joie et de célébration. Norris avait été au service d'Henri pendant plus d'une décennie, un compagnon de confiance qui avait accès aux moments les plus intimes du roi. Son crime présumé n'était pas seulement l'adultère avec la reine, mais la haute trahison. La trahison de l'homme qui l'avait élevé de la petite noblesse à un poste de pouvoir et d'influence considérable. Sous l'interrogatoire, Norris a maintenu son innocence avec une fermeté qui témoignait soit de sa vertu réelle, soit de sa conscience que le confession signifiait la mort certaine. William Brighton a suivi Norris à la Tour le 4 mai. Brighton était un gentilhomme de la chambre privée du roi, un homme dont les origines galloises et les antécédents relativement modestes le rendaient dépendant de la faveur royale pour son poste à la cour. Comme Norris, il a été accusé d'adultère avec la reine. Mais Cromwell a ajouté une couche supplémentaire au crime présumé de Brighton, la conspiration pour assassiner le roi afin qu'Anne puisse épouser l'un de ses amants et gouverner, par l'intermédiaire d'un mari fantoche. L'arrestation la plus choquante a eu lieu le 5 mai lorsque Sir Francis Weston, à peine âgé de 25 ans et récemment marié, a été conduite à la Tour. Weston provenait d'une famille riche et n'avait pas besoin de risquer tout pour la faveur de la reine, ce qui rendait son inclusion dans la conspiration particulièrement déroutante pour les observateurs contemporains. Sa jeunesse et le fait qu'il avait tout à vivre rendaient sa participation présumée à un complot aussi dangereux, presque impossible à croire. Mais c'est l'arrestation finale qui a provoqué des chocs à la cour et révélé la véritable ampleur de la cruauté d'Henri. Le 2 mai, George Boleyn, le frère cadet d'Anne et le vicomte Rochford ont été arrêtés pour inceste avec sa sœur. L'accusation était si monstrueuse, si totalement en dehors de toute considération de comportement acceptable, même à la cour Tudor moralement flexible, qu'elle servait un objectif précis. Elle faisait d'Anne non seulement une adultère, mais une créature si dépravée qu'aucune punition ne pouvait être trop sévère. George Boleyn était tout ce que sa sœur était, intelligent, cultivé et doté d'un esprit vif qui l'avait rendu à la fois populaire et dangereux à la cour. Il était aussi profondément loyal envers Anne, une loyauté que Henri considérait comme une menace à son propre pouvoir. En accusant George d'inceste, Cromwell ne détruisait pas seulement le frère d'Anne. Il s'assurait que personne n'oserait prendre sa défense, de peur d'être considéré comme soutenant un crime aussi contraire à la nature. La rapidité avec laquelle ces arrestations ont eu lieu, toutes en 5 jours, révèle la nature soigneusement orchestrée de la conspiration contre Anne. Il ne s'agissait pas d'une découverte graduelle de faute, mais d'une liquidation minutieusement orchestrée, conçue pour empêcher les alliés d'Anne de préparer une défense ou même de comprendre ce qui se passait. Anne elle-même fut arrêtée le 2 mai, immédiatement après avoir assisté à un match de tennis à Greenwich Palace, où elle avait vu Henri jouer avec Francis Weston, le même homme qui serait arrêté 3 jours plus tard comme son prétendu amant. Le symbolisme était délibéré et cruel. Les derniers moments de liberté d'Anne furent passés à regarder le roi se divertir, avec l'homme même qui serait accusé de le trahir. Les accusations contre Anne lui furent lues par son oncle, le duc de Norfolk, un homme qui devait sa position, en partie à l'ascension de la famille Boleyn, mais qui se trouvait maintenant dans la position de prononcer son arrêt. La participation de Norfolk à la destruction d'Anne révélait le calcul brutal de la politique Tudor. La loyauté familiale ne pesait rien face à la faveur royale et à la survie personnelle. La réaction d'Anne aux accusations fut enregistrée par plusieurs témoins, et leurs récits peignent le portrait d'une femme ayant du mal à comprendre l'ampleur de ce qui lui arrivait. Elle aurait ri lorsqu'on lui a annoncé les accusations d'adultère, non pas de plaisir, mais de l'absurdité même des accusations. L'idée qu'elle aurait pu avoir plusieurs liaisons sous le regard attentif de la vie de cour, où chaque mouvement était observé et enregistré, était si absurde que le rire semblait être la seule réponse possible. Mais lorsque l'ampleur des accusations devint claire, adultère avec 5 hommes, inceste avec son frère, complot pour assassiner le roi et projet de mariage avec l'un de ses amants après la mort d'Henri, le rire d'Anne se figea dans sa gorge. Elle était accusée non seulement d'impropriété sexuelle,
mais de trahison si complète qu'elle touchait tous les aspects de sa relation avec la couronne et la cour. Le voyage de Greenwich Palace à la Tour de Londres mena Anne par les mêmes ruses où elle avait défilé en triomphe lors de sa procession de couronnement 3 ans plus tôt. À l'époque, la foule avait applaudi et jeté des fleurs. Maintenant, ils observaient en silence morose la reine déchue passant dans une barque entourée de gardes. Le contraste devait être presque insupportable, parcourir le même chemin qui avait autrefois représenté le sommet de ses ambitions, maintenant menant vers un endroit d'où peu sortaient vivants. À son arrivée à la tour, Anne fut logée dans les mêmes appartements où elle avait séjourné avant son couronnement. Une autre cruauté délibérée qui la força à confronter la distance qu'elle avait parcourue. Les appartements qui avaient autrefois été préparés pour une reine triomphale étaient désormais une prison de luxe, avec les mêmes tapisseries et les mêmes meubles qui avaient été témoins de son plus grand moment de gloire. Sir William Kingston, le prévôt de la tour, avait pour instruction de tenir un registre détaillé des paroles et des comportements d'Anne pendant son emprisonnement. Kingston était un administrateur de carrière, un homme qui comprenait que sa propre survie dépendait de fournir à ses supérieurs exactement les informations qu'ils voulaient entendre. Ses rapports présentent Anne comme à la fois défiante et désespérée, parfois conservant son innocence avec une dignité royale, d'autres fois s'effondrant sous le poids de sa situation. L'un des aspects les plus révélateurs des rapports de Kingston est l'incapacité apparente d'Anne à croire qu'Henri la ferait réellement exécuter. Elle a exprimé à plusieurs reprises sa confiance que le roi ferait preuve de miséricorde, que leur mariage et leur histoire commune comptent pour quelque chose dans le calcul final. Cette foi dans l'humanité essentielle d'Henri révèle soit la méprise fondamentale d'Anne concernant l'homme qu'elle avait épousé, soit son incapacité psychologique à accepter la réalité de sa situation. Le procès des prétendus complices d'Anne a commencé le 12 mai 1536 à Westminster Hall. La procédure était une leçon magistrale de théâtre judiciaire, conçue non pas pour déterminer la culpabilité ou l'innocence, mais pour donner une apparence de légitimité juridique à ce qui était essentiellement une exécution politique. Les preuves contre les hommes étaient largement circonstancielles. Des cadeaux qu'Anne leur avait faits, des conversations qu'ils avaient eues et leur présence à des événements de cour où des occasions de malversation avaient apparemment surgi. Le confession de Marken restait la pierre angulaire du cas du procureur, mais cela aussi était problématique. Smeaton était un musicien de naissance modeste qui dépendait entièrement de la faveur royale pour son poste. L'idée qu'il risquerait tout pour une liaison avec la reine était peu crédible, surtout compte tenu de la peine extrême qu'une telle relation entraînerait. Pourtant, son confession, obtenue dans des circonstances qui impliquaient probablement la torture, fournissait le fondement sur lequel reposait toute la théorie du complot. Henry Norris, William Brereton et Francis Weston ont tous maintenu leur innocence tout au long de leur procès, refusant de se confesser, même lorsqu'on leur offrait la possibilité d'une commutation de peine en échange d'aveux de culpabilité. Leur fermeté face à la mort certaine suggère un courage remarquable ou une innocence réelle, ou peut-être les deux. Ce sont des hommes qui avaient tout à gagner à vivre et rien à gagner à protéger une reine qui était manifestement condamnée. Le procès de George Boleyn, qui s'est déroulé séparément en raison de son rang noble, a été peut-être le plus dramatique de tous. George, orateur accompli et homme de loi, choisit de se défendre contre les accusations. Son comportement, à Westminster Hall, fut si convaincant que les observateurs remarquèrent que le jury semblait touché par ses arguments et véritablement incertain quant à sa culpabilité. Pendant un bref instant, il semblait que l'un au moins des prétendus complices d'Anne pourrait échapper au piège tendu par Cromwell. Mais George commit une erreur fatale qui révéla soit sa naïveté en matière de politique de cour, soit son désir désespéré de laver le nom de sa sœur. Lorsqu'on lui présenta une question écrite qu'il devait seulement lire silencieusement, George la lut à haute voix devant toute la cour. La question concernait l'impuissance prétendue d'Henri et son incapacité à satisfaire Anne sexuellement, une information si préjudiciable à la réputation du roi qu'elle scella le sort de George, indépendamment de sa culpabilité ou de son innocence. Les verdicts de tous les procès étaient des conclusions prématurées. Norris, Weston, Brereton et Smeaton furent tous reconnus coupables et condamnés à la peine traditionnelle pour haute trahison.
être pendu, traîné et écartelé. George Boleyn, en raison de sa naissance noble, fut condamné à mort par décapitation. La rapidité des procès et l'uniformité des verdicts montrèrent clairement que ces procédures étaient dictées par une nécessité politique et non par la justice. Le traitement réservé par Henri aux condamnés révéla la cruauté calculée qui caractérisa toute sa gestion de l'affaire. Il commua les peines des 4 roturiers en simple décapitation, une grâce proclamée comme preuve de sa magnanimité, tout en servant en réalité à empêcher le spectacle horrible de la pendaison et de l'écartèlement qui aurait pu susciter de la sympathie pour les victimes. Le 17 mai 1536, 5 hommes moururent sur Tower Hill pour leur relation prétendue avec Anne Boleyn. Mark Smeaton, le musicien dont le confession avait déclenché toute l'affaire, mourut en affirmant son innocence, peut-être par remords sincères, peut-être par une dernière tentative de protéger les autres, ou peut-être par un esprit brisé, par la torture et la terreur. Henry Norris, William Brighton et Francis Weston proclamèrent tous leur innocence jusqu'au bout, leurs derniers mots étant soigneusement enregistrés par des observateurs qui comprenaient l'importance historique du moment. L'exécution de George Boleyn fut la plus poignante de toutes. En tant que frère et allié le plus proche d'Anne, sa mort représentait non seulement la perte d'une vie, mais aussi la destruction de la famille qui était montée si haut et tombée si bas. Son dernier discours fut remarqué pour sa dignité et ses protestations continues d'innocence, prononcées avec l'éloquence qui avait fait de lui un membre apprécié de l'entourage du roi. Anne, confinée dans ses appartements de la tour, aurait entendu les exécutions de ses prétendants, le rassemblement de la foule, la chute de la hache de l'exécuteur, le rugissement d'approbation des spectateurs avides de sang, la torture psychologique de savoir que des hommes étaient morts à cause de leurs relations prétendues avec elle, que ces relations fussent réelles ou fabriquées, devait être presque insupportable. Pendant ce temps, Henri avait déjà tourné la page avec sa rapidité et sa dureté habituelles. Avant même que le procès d'Anne ne commence, il prenait des dispositions pour son mariage avec Jane Seymour, la femme pâle et discrète qui représentait tout ce qu'Anne n'était pas. Là où Anne était sombre, passionnée et intellectuellement stimulante, Jane était blonde, soumise et contente de jouer le rôle d'épouse royale décorative. Le procès d'Anne était fixé au 15 mai 1536 dans la grande salle de la Tour de Londres. Le lieu était significatif. En jugeant Anne dans la tour même, Henri évitait la possibilité de manifestations publiques en sa faveur, tout en s'assurant que la procédure ait lieu sous l'ombre intimidante de la forteresse où elle était emprisonnée. Le procès lui-même était une étude de cérémonial et de théâtre judiciaire. Anne entra dans la salle portant une robe noire, la couleur du deuil qui servait de rappel visuel de sa disgrâce. Elle était accompagnée de ses dames d'honneur, qui avaient été autorisées à rester avec elle, à la fois pour la consoler et pour témoigner afin de s'assurer que son comportement pendant la procédure était correctement enregistré. Thomas Howard, duc de Norfolk et oncle d'Anne, présidait le procès en tant que Lord High Steward. Le spectacle de Norfolk prononçant un jugement sur sa nièce était peut-être l'illustration la plus frappante des réalités brutales de la politique des Tudors, où la loyauté familiale était toujours subordonnée à la faveur royale et à la survie personnelle. Les accusations portées contre Anne furent lues en entier, chaque accusation plus accablante que la précédente. Elle était accusée d'adultère avec Henry Norris le 6 octobre 1533 à Westminster Palace, avec William Brereton le 8 novembre 1533 à Westminster, avec Mark Smeaton le 26 avril 1536 à Westminster et avec Francis Weston le 20 mai 1534 à Westminster Palace. La spécificité des dates et des lieux visait à donner du crédit aux accusations, bien que cela révélait aussi leur caractère fabriqué. La précision était trop parfaite, trop commode pour les procureurs qui devaient prouver leur cas, au-delà de tout doute raisonnable. L'accusation d'inceste impliquant son frère George était datée du 2 novembre 1535 à Westminster Palace, date qui plaçait le crime allégué bien après que la dernière grossesse d'Anne ait abouti à une fausse couche. Ce timing suggérait non pas une transgression passionnelle, mais une conspiration calculée, ce qui servait la narration de Cromwell d'une reine si dépravée qu'aucun crime ne lui était étranger. Peut-être l'accusation la plus grave était-elle
celle selon laquelle Anne avait conspiré pour imaginer et provoquer la mort du roi et avait promis de marier l'un de ses amants après la mort d'Henri. Cette accusation d'intention de haute trahison était la plus difficile à prouver, mais aussi la plus nécessaire. Sans elle, les autres crimes d'Anne auraient pu être considérés comme des failles morales personnelles plutôt que des menaces, pour l'État nécessitant la peine capitale. La réponse d'Anne aux accusations a été attentivement observée et enregistrée. Les témoignages contemporains la décrivent comme conservant son sang-froid tout au long de la lecture des accusations, son visage étant un masque de dignité royale qui ne révélait que peu de ce qu'elle devait ressentir. Lorsqu'elle a eu l'occasion de répondre, elle a nié toutes les accusations avec une fermeté qui a impressionné même ses ennemis. Sa défense était nécessairement limitée par les contraintes juridiques de l'époque. En tant que femme et sujette, elle avait peu de droits dans la procédure. Elle ne pouvait pas convoquer de témoins en sa faveur, ne pouvait pas contre-interroger ses accusateurs et n'avait pas le droit à un avocat. Le procès était structuré pour aboutir à une conclusion prédéterminée. Anne étant placée dans le rôle de la défendresse, dans une procédure où sa culpabilité était présumée plutôt que prouvée. Les preuves contre Anne consistaient principalement en des témoignages de serviteurs et de courtisans qui prétendaient avoir été témoins de comportements suspects ou avoir entendu des conversations compromettantes. Une grande partie de ces témoignages étaient vagues et circonstanciels. Un regard ici, une conversation privée là, des cadeaux échangés entre la reine et ses prétendants. L'accusation s'appuyait fortement sur l'interprétation et l'insinuation, construisant un cas sur la base de commérages et de spéculations de cour. Un témoignage particulièrement dommageable provenait de Lady Wingfield, qui était décédée au moment du procès et donc incapable d'être contre-interrogée. Lady Wingfield aurait dit à d'autres avant sa mort qu'elle avait connaissance des fautes d'Anne, bien que la nature précise de cette connaissance n'ait jamais été clairement établie. L'utilisation du témoignage d'un témoin décédé qui ne pouvait être contredit était une indication éloquente du désespoir de l'accusation de construire un cas convaincant. La rapidité de la procédure du procès était remarquable, même selon les normes Tudor. L'ensemble du cas a été présenté, débattu et décidé en une seule journée, un rythme qui laissait peu de temps pour une étude attentive des preuves ou pour qu'Anne puisse monter une défense efficace. La pression pour parvenir à une résolution rapide reflétait l'empressement d'Henri à passer à autre chose avec ses projets de nouveau mariage et son désir de minimiser le temps disponible, pour que l'opinion publique s'organise en faveur d'Anne. Lorsque vint le moment pour le jury de se retirer et d'examiner son verdict, il y avait peu de suspense quant au résultat. Les 26 pairs qui siégeaient en juge comprenaient des hommes qui devaient leur position à la faveur d'Henri et qui comprenaient que leur propre avenir dépendait de la prononciation du verdict souhaité par le roi. Parmi eux se trouvaient ceux qui avaient autrefois été les partisans d'Anne, mais qui se retrouvaient maintenant dans la position de la condamner pour se sauver eux-mêmes. Le verdict de culpabilité fut annoncé par Norfolk avec ce que les observateurs ont décrit comme une émotion visible. Cependant, il reste incertain si cela reflétait une véritable tristesse ou un soulagement d'avoir accompli un devoir désagréable, car en tant qu'oncle d'Anne, la position de Norfolk était particulièrement difficile. Il était contraint de participer à la destruction d'un membre de sa propre famille, tout en maintenant la fiction que justice était rendue. La peine prononcée contre Anne était la mort par le feu ou la décapitation à la volonté du roi. L'option du bûcher reflétait la punition médiévale pour les femmes coupables de haute trahison, en particulier celles coupables d'adultère envers leur mari. L'alternative de la décapitation était présentée comme une clémence, bien qu'elle servit également les desseins d'Henri, en évitant le spectacle horrible d'une reine brûlée vive en pleine vue du public. La réaction d'Anne à la sentence a été remarquée par tous les présents. Elle a reçu la nouvelle de sa condamnation avec ce que les témoignages contemporains décrivent comme un remarquable sang-froid, conservant la dignité de sa position royale même face à la mort imminente. Sa réponse comprenait une demande que Dieu sauve le roi et une protestation de son innocence qui résonnait dans la grande salle de la tour avec une clarté qui émeut même ses ennemis. Mais ce sont ces moments privés, enregistrés par Sir William Kingston et les dames qui l'accompagnaient, qui ont révélé le poids total de ce qu'elle endurait dans les jours qui séparaient son procès et son exécution. Anne oscillait entre l'espoir et le désespoir,
la confiance et la terreur, révélant ainsi la torture psychologique de sa situation. Elle continua à exprimer sa foi que Henri ferait preuve de clémence, que leur histoire commune et l'amour, qu'ils avaient autrefois ressenti l'un pour l'autre, comptent pour quelque chose dans le calcul final. Cette foi apparaît presque tragique rétrospectivement, compte tenu de ce que nous savons du caractère d'Henri et de son traitement des autres épouses qui étaient tombées en disgrâce. L'incapacité d'Anne à accepter la réalité de sa situation peut avoir été un mécanisme de défense psychologique, une façon de maintenir sa santé mentale dans des circonstances qui auraient brisé la plupart des gens. La question de la culpabilité ou de l'innocence d'Anne est un sujet qui fascine les historiens depuis près de 5 siècles. Les preuves à son encontre étaient largement circonstancielles et reposaient sur les témoignages de personnes dont la survie dépendait de la faveur royale. Les aveux de Marken, obtenus sous la torture, constituaient la pierre angulaire du dossier. Or, les aveux obtenus par la torture étaient notoirement peu fiables, même selon les normes de l'époque Tudor. Les dates et les lieux précis cités dans les accusations portées contre Anne posent des problèmes importants à ceux qui croient en sa culpabilité. Les archives judiciaires montrent qu'Anne était enceinte ou venait d'accoucher à plusieurs reprises au moment où elle aurait eu des liaisons, ce qui rendait les exigences physiques de relations multiples extrêmement difficiles, voire impossibles. De plus, l'attention intense dont étaient entourés les époux royaux rendait les relations amoureuses secrètes extrêmement risquées et difficiles à dissimuler. La rapidité avec laquelle les accusations ont été élaborées et les procès menés suggèrent un résultat prédéterminé, plutôt qu'une enquête minutieuse sur de véritables fautes. L'efficacité de Cromwell dans la construction du dossier contre Anne et ses prétendus complices était remarquable. Mais cela soulève également des questions sur le fait que les preuves aient été découvertes ou fabriquées. Peut-être, le plus révélateur est qu'aucun des prétendants d'Anne, à l'exception de Smyr torturé, n'a avoué ses crimes, même lorsqu'on leur offrait la possibilité d'une commutation de peine. Des hommes confrontés à la mort certaine auraient eu tout intérêt à avouer leur culpabilité si cela pouvait leur sauver la vie. Pourtant, ils ont choisi de maintenir leur innocence jusqu'au bout. Le contexte politique de la chute d'Anne soutient également l'argument de son innocence. En 1536, Henri était désespérément à la recherche d'un héritier mâle et avait déjà commencé à courtiser Jane Seymour. Le avortement d'Anne en janvier de cette année avait mis fin à son utilité pour le roi, la transformant en obstacle à ses projets de nouveau mariage plutôt qu'en atout à protéger. Le caractère d'Henri tel qu'il ressort de son comportement envers ses autres épouses et ses opposants politiques suggère un homme capable d'éliminer quiconque se dressait sur le chemin de ses désirs. Sa volonté de rompre avec Rome pour épouser Anne démontrait sa cruauté sans merci dans la poursuite de ses objectifs. Sa volonté de la détruire lorsqu'elle ne servait plus ses desseins révélait la même cruauté calculatrice appliquée à l'inverse. Pourtant, la question de la culpabilité d'Anne dépasse les accusations spécifiques d'adultère et de haute trahison pour aborder des questions plus larges sur son comportement et son caractère. Les témoignages contemporains la décrivent comme intelligente, ambitieuse et politiquement astucieuse, mais aussi parfois arrogante et vindicative envers ceux qui se croisaient son chemin. Son comportement envers Catherine d'Aragon et la princesse Marie lui avait valu de nombreux ennemis à la cour qui étaient impatients de la voir tomber. La vivacité d'esprit et la répartie d'Anne, qui avaient initialement attiré Henri, sont peut-être devenues des faiblesses à mesure que leur mariage se détériorait. Sa volonté de discuter avec le roi et de remettre en question ses décisions était inhabituelle pour une épouse royale et a pu contribuer au ressentiment croissant d'Henri envers son influence sur lui. L'intensité de la relation d'Anne avec son frère Georges a également attiré l'attention à la cour. Bien qu'il n'existe aucune preuve crédible pour étayer les accusations d'inceste au-delà du lien émotionnel étroit entre des frères et sœurs qui avaient gravi les échelons ensemble dans les eaux troubles de la politique Tudor, leur soutien mutuel et leur affection évidente ont pu paraître suspects aux observateurs à la recherche de preuves de malversation. Cependant, cela reflétait plus probablement l'alliance naturelle de membres d'une famille se frayant un chemin dans un monde dangereux. Alors qu'Anne attendait son exécution dans la tour, Henri préparait déjà son prochain mariage. Le 14 mai, la veille du procès d'Anne,
l'archevêque Cranmer fut convoqué à Lambeth Palace pour entendre les aveux d'Henri et prononcer la nullité de son mariage avec Anne. La rapidité de cette procédure révélait l'empressement d'Henri à lever les obstacles juridiques à son union avec Jane Seymour. L'annulation du mariage d'Henri avec Anne reposait sur les mêmes arguments théologiques qui avaient été utilisés pour dissoudre son mariage avec Catherine d'Aragon. L'affirmation que l'union n'avait jamais été valable aux yeux de Dieu. Dans le cas d'Anne, Henri a invoqué sa relation antérieure avec sa sœur Marie comme un empêchement qui rendait leur mariage incestueux et donc invalide dès le départ. L'ironie de cet argument était exquise. Henri affirmait simultanément qu'Anne était coupable d'adultère au cours de leur mariage, tout en arguant qu'aucun mariage n'avait jamais légalement existé entre eux. La contradiction logique était moins importante que la commodité juridique. En déclarant le mariage nul, Henri pouvait prétendre qu'Anne n'avait jamais été reine et que leur fille Élisabeth était illégitime. L'impact psychologique sur Anne, en apprenant que son mariage était déclaré nul et non avenu, devait avoir été dévastateur. D'un seul coup, Henri effaçait non seulement leur relation, mais aussi son identité entière, en tant que reine d'Angleterre. Elle était réduite d'une reine couronnée à une femme qui avait péché avec le roi. Sa fille était dépouillée de toute légitimité et son œuvre était rejetée comme sans importance. Pendant ce temps, les préparatifs pour l'exécution d'Anne se poursuivaient avec l'efficacité sombre qui caractérisait tous les aspects de l'administration Tudor. Henri avait pris la décision inhabituelle d'importer un épéiste de Calais plutôt que d'utiliser la hache traditionnelle, utilisée pour la plupart des exécutions. Le choix de l'épée plutôt que de la hache était présenté comme une clémence. La méthode française était censée être plus rapide et plus fiable que l'approche anglaise. La sélection d'un bourreau étranger servait plusieurs objectifs au-delà de la simple efficacité. Elle distançait Henri de l'acte lui-même, lui permettant de présenter la mort d'Anne comme une nécessité juridique plutôt que comme une vengeance personnelle. Cela éliminait également la possibilité qu'un bourreau anglais puisse refuser la tâche ou puisse être influencé par la sympathie pour la reine condamnée. Le bourreau arrivé de Calais était décrit comme un expert dans son art, un homme qui avait rendu des services similaires à la cour de France et qui apportait avec lui non seulement des compétences, mais aussi l'aura d'une sophistication continentale. Sa présence même à la tour rappelait que la mort d'Anne était exécutée selon les normes les plus élevées de la pratique européenne. L'épée elle-même devint un objet de fascination et de terreur pendant les derniers jours d'Anne. Contrairement à la hache lourde et brutale traditionnellement utilisée pour les exécutions anglaises, l'épée du bourreau était décrite comme relativement légère et tranchante, conçue pour la précision plutôt que pour la force brute. L'arme était gardée cachée jusqu'au moment de l'exécution, ajoutant un élément de mystère à la procédure qui augmentait la tension psychologique. Le comportement d'Anne pendant ces derniers jours révélait une femme luttant pour maintenir sa dignité et sa santé mentale dans des circonstances qui auraient de briser la plupart des gens. Les rapports de Sir William Kingston la décrivent parfois comme confiante et défiante, d'autres fois pleurant et désespérant. Elle parlait fréquemment de son innocence et de sa foi que Dieu la réhabilitera, mais elle prenait également des dispositions pratiques pour sa mort, avec une clarté qui suggérait qu'elle comprenait la réalité de sa situation. L'un des aspects les plus poignants des derniers jours d'Anne fut son souci pour sa fille, Élisabeth. Âgée de moins de 3 ans, Élisabeth était trop jeune pour comprendre ce qui arrivait à sa mère. Mais Anne était parfaitement consciente que sa mort laisserait l'enfant orpheline et dépouillée de sa légitimité. Sa demande de voir Élisabeth une dernière fois fut refusée, ajoutant une autre couche de cruauté à ses dernières heures. Les dames d'honneur d'Anne, qui avaient été autorisées à rester auprès d'elle pendant toute sa captivité, lui apportèrent à la fois réconfort et surveillance pendant ces derniers jours. Ces femmes, qui avaient autrefois concouru pour l'honneur de servir la reine, se retrouvaient maintenant dans la position impossible de soutenir une femme qu'elles savaient condamner tout en protégeant leur propre position à la cour. La nuit précédant son exécution, Anne passa des heures en prière et en réflexion, préparant son âme à ce qui, selon elle, serait son voyage devant le jugement de Dieu. Les témoignages contemporains la décrivent calme et résignée, ayant finalement accepté qu'Henri ne ferait preuve d'aucune pitié et que sa mort était inévitable. Elle passa également du temps à préparer les aspects pratiques de son exécution,
discutant avec ces dames des vêtements qu'elle porterait et du comportement qui serait attendu d'elle sur l'échafaud. Même dans la mort, Anne comprenait qu'elle se produirait devant un public et que ses derniers moments seraient scrutés pour y déceler des signes de culpabilité, d'innocence, de repentir ou de défi. Le matin du 19 mai 1536, l'aube fut grise et brumeuse, avec une humidité dans l'air qui semblait refléter l'humeur sombre qui s'était installée sur la tour. Anne se réveilla tôt, ayant peu dormi pendant sa dernière nuit, et commença immédiatement les rituels qui la préparent à la mort. Elle choisit de porter une robe de damas gris foncé avec une chemise blanche dessous, des couleurs qui suggéraient à la fois le deuil et la pureté. Le choix était significatif. En portant du blanc, Anne faisait une déclaration silencieuse sur son innocence, tandis que le gris représentait son acceptation de la mort qui l'attendait. Ses cheveux, qui avaient autrefois été sa gloire et avaient attiré l'attention d'Henri, étaient coiffés simplement et recouverts d'un bonnet blanc qui faciliterait la tâche du bourreau. Les considérations pratiques de l'exécution influencèrent même ces derniers détails personnels, rappelant à Anne qu'elle n'était plus une femme se préparant à une occasion sociale, mais une prisonnière condamnée se préparant à la mort. Le dernier repas d'Anne fut simple, du pain et du vin qu'elle consommait plus pour leur signification rituelle que par appétit. La nourriture avait peu d'attrait pour quelqu'un qui faisait face à une mort imminente, mais le geste de rompre le pain servait de communion finale avec la vie et de préparation à ce qui se trouvait au-delà. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Anne pouvait entendre les préparatifs à l'extérieur de sa fenêtre. L'échafaud avait été achevé pendant la nuit, et les ouvriers testaient maintenant sa construction et disposaient la paille qui absorberait son sang. Les préparatifs pratiques pour la mort étaient menés avec la même efficacité qui caractérisait tous les aspects de l'administration Tudor. La foule commençait à se rassembler tôt, attirée par le spectacle sans précédent de l'exécution d'une reine. Si les exécutions publiques étaient un divertissement courant dans l'Angleterre Tudor, la mort d'une reine couronnée était extraordinaire, sans précédent dans l'histoire anglaise et peu susceptible de se répéter. Le verre de la tour se remplissait de spectateurs désireux d'assister à ce moment historique. Parmi la foule se trouvaient des courtisans qui avaient autrefois concurrencé pour les faveurs d'Anne, des marchands qui avaient profité de son patronage et des gens ordinaires qui avaient suivi son ascension et sa chute avec la fascination que le drame royal a toujours inspiré. Certains étaient revenus par curiosité, d'autres par sens du devoir historique, et d'autres encore par l'impulsion humaine plus sombre de témoigner de la destruction et de la mort. Le concierge de la tour, Sir William Kingston, arriva aux appartements d'Anne avec la notification officielle que son heure était venue. Son comportement était respectueux mais ferme. Il était là pour escorter une reine à sa mort, mais aussi pour s'assurer qu'une traîtresse condamnée subisse le sort prescrit par la loi. La réaction d'Anne à l'arrivée de Kingston fut remarquée par tous les présents. Elle se leva de sa chaise avec la dignité qui l'avait caractérisée tout au long de son emprisonnement, redressa sa robe et déclara être prête à affronter son destin. Son sang-froid était remarquable. Elle ne montrait aucun signe d'hystérie ou de dérèglement qui aurait pu être attendu de quelqu'un qui faisait face à une exécution imminente. Le chemin de ses appartements à l'échafaud était peut-être le plus long voyage de la vie d'Anne. Chaque pas l'éloignait davantage du monde des vivants et la rapprochait de ce qui se trouvait au-delà de la mort. Le trajet la menait à travers les mêmes cours où elle avait autrefois marché en tant que reine, devant les mêmes bâtiments où elle avait exercé son autorité royale et reçu l'hommage de ses sujets. Le contraste entre ses circonstances actuelles et sa gloire passée devait être presque insupportable. Les mêmes pierres qui avaient autrefois résonné avec les pas de ceux qui cherchaient ses faveurs étaient maintenant témoins de son voyage final vers l'échafaud. La tour qui avait été son palais pendant les préparatifs de son couronnement était maintenant le théâtre de sa destruction. Alors qu'Anne faisait son apparition sur le verre de la tour, la foule se tut. Le spectacle d'une reine marchant vers la mort était si sans précédent, si choquant, que même les spectateurs les plus endurcis furent momentanément pétrifiés. Voici une femme qui avait été la personne la plus puissante d'Angleterre après le roi lui-même, réduite au rôle de criminel condamné, s'approchant de son dernier moment. L'échafaud lui-même était une simple plateforme de bois surélevée de quelques mètres seulement pour que la foule puisse assister clairement à l'exécution.
Contrairement aux échafauds élevés utilisés pour les traîtres masculins, la plateforme d'exécution d'Anne était conçue pour l'intimité plutôt que pour le spectacle, reflétant peut-être un vestige de respect pour son ancien rang de reine. L'exécuteur était déjà présent sur l'échafaud, une figure rendue mystérieuse par son capuchon noir et la nature inhabituelle de ses vêtements étrangers. Il resta immobile à côté du bloc où Anne s'agenouillerait, son épée cachée, sous un voile de paille, pour empêcher tout aperçu prématuré de l'instrument de la mort. Anne monta sur l'échafaud à pas sûrs, assistée de ses dames, qui avaient été autorisées à l'accompagner à cette étape finale de son voyage. Une fois sur la plateforme, elle se tourna vers la foule, se préparant à prononcer le discours que la coutume exigeait de tous les traîtres condamnés. Ces derniers mots ont été conservés dans de nombreux récits contemporains, bien qu'il existe de légères variations dans la formulation exacte. L'essentiel de son discours était une protestation de sa loyauté envers le roi et son acceptation du jugement qui avait été porté contre elle. Elle demanda des prières pour son âme et exprima son espoir que Dieu lui fasse miséricorde dans l'au-delà. Ce qui est le plus frappant dans le dernier discours d'Anne, c'est ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a pas proclamé son innocence directement, ni n'a attaqué Henri ou la cour qui l'avait condamné. Que cette retenue reflète une acceptation sincère de son sort, un calcul politique visant à protéger sa fille Élisabeth, ou une simple exténuation physique et émotionnelle reste un sujet de débat historique. Après avoir terminé son discours, Anne retira son couvre-chef et ses bijoux, les plaçant soigneusement entre les mains de ses dames. L'acte de retirer ces symboles de son statut terrestre était à la fois pratique et symbolique. Elle était en train de se débarrasser des derniers vestiges de son identité de reine et se préparait à affronter la mort simplement comme Anne Boleyn. Ces dames l'aveuglèrent ensuite avec un tissu blanc, une dernière miséricorde qui lui épargnerait le spectacle de l'épée qui approchait. L'aveuglement servait également à garantir qu'Anne resterait immobile au moment crucial où l'exécuteur frapperait, car tout mouvement pourrait transformer une mort rapide en une agonie prolongée. Le bandeau en place, Anne s'agenouilla près du petit bloc préparé pour son exécution. Sa posture était droite et digne, conservant la prestance royale qui l'avait caractérisée tout au long de l'épreuve. Même dans ces derniers instants, elle restait consciente de l'image qu'elle présentait à la postérité. L'exécuteur s'approcha à pas silencieux, son épée révélée pour la première fois. L'arme était en effet différente de la hache anglaise traditionnelle, plus longue, plus fine, et conçue pour un coup précis qui trancherait le coup net. La vue de l'arme étrangère ajoutait un élément exotique à la cérémonie, amplifiant le sentiment de vivre un événement sans précédent dans l'histoire anglaise. Ce qui se produisit ensuite fut débattu et analysé pendant des siècles. L'exécuteur leva son épée, et dans un mouvement si rapide que beaucoup dans la foule le manquèrent complètement, il fit tomber la lame d'un seul coup décisif. La tête d'Anne Boleyn fut séparée de son corps avec une précision qui témoignait du talent de l'homme qu'Henri avait importé de Calais. Les récits contemporains décrivent la réaction de la foule comme un silence stupéfait, suivi d'un mélange de soupirs, de prières et de conversations murmurées. La réalité de ce qu'ils avaient vu, l'exécution d'une reine, était si accablante que de nombreux spectateurs semblaient incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Certains se signèrent et chuchotèrent des prières pour l'âme d'Anne, tandis que d'autres fixaient simplement la scène avec fascination. L'efficacité de l'exécuteur était à la fois une grâce et une horreur. La mort d'Anne fut instantanée, la préservant de l'agonie prolongée qui caractérisait souvent les exécutions à la hache traditionnelle, mais la rapidité même de sa destruction soulignait également la finalité de ce qui s'était produit. Un instant, elle était une femme vivante. L'instant suivant, elle n'était plus qu'un corps sur l'échafaud. Les dames d'Anne, qui avaient vu leur maîtresse mourir avec des larmes coulant sur leur visage, accomplirent maintenant leur dernier service. Elles rassemblèrent soigneusement les restes d'Anne, enveloppant sa tête et son corps dans un tissu blanc avec la tendresse de femmes préparant une amie bien-aimée pour l'inhumation. Leur chagrin était réel et profond. Ces femmes avaient servi Anne pendant son ascension au pouvoir et lui étaient restées fidèles même dans son heure la plus sombre. La foule commença à se disperser presque immédiatement après l'exécution, comme si les spectateurs étaient désireux d'échapper au poids de ce qu'ils avaient vu. Le caractère sans précédent de l'événement, l'exécution d'une reine couronnée d'Angleterre,
laissa à beaucoup le sentiment d'avoir participé à quelque chose qui remettait en question les fondements mêmes de l'autorité royale et du droit divin. Quelques heures après la mort d'Anne, Henri VIII prenait déjà des mesures pour son avenir. Il épousa Jane Seymour lors d'une cérémonie privée le 30 mai 1536, seulement 11 jours après l'exécution d'Anne. La rapidité de cette transition révélait l'empressement d'Henri à tourner la page et à recommencer avec une épouse qui promettait d'être plus docile et moins rebelle que sa prédécesseur. Mais la tentative d'Henri d'effacer Anne de l'histoire ne réussit pas entièrement. Sa fille Élisabeth, bien que déclarée illégitime, survécut et devint plus tard l'une des plus grandes monarques d'Angleterre. La femme qu'Henri avait détruite, dans sa quête d'un héritier mâle, serait restée dans les mémoires grâce à la fille dont il avait nié la légitimité. Les hommes qui étaient morts avec Anne furent rapidement oubliés par l'histoire, leurs noms rappelés principalement en lien avec son histoire. Mark Smeaton, Henry Norris, William Brereton, Francis Weston et George Boleyn avaient tous été sacrifiés à la nécessité pour Henri de rompre avec son second mariage. Leur mort servit d'avertissement à quiconque oserait défier l'autorité royale ou s'associer trop étroitement à un favori déchu. Thomas Cromwell, qui avait orchestré toute l'affaire, continua à servir fidèlement Henri jusqu'à sa propre disgrâce et son exécution en 1540. Son sort servit de rappel que, à Pisantissam, la cour d'Henri, même les serviteurs les plus précieux étaient jetables lorsqu'ils ne servaient plus les desseins du roi. La question de la culpabilité ou de l'innocence d'Anne continua de hanter ceux qui avaient participé à sa destruction. Certains, comme Thomas Cranmer, exprimèrent de plus tard des doutes privés sur la justice de son exécution. D'autres, comme le duc de Norfolk, maintinrent leur soutien public au verdict tout en nourrissant peut-être des réserves privées sur leur rôle dans la condamnation d'un membre de sa famille. Les implications plus larges de l'exécution d'Anne allaient de bien au-delà des conséquences politiques immédiates. Sa mort établit un précédent qui influencerait le traitement par Henri de ses épouses suivantes et contribuerait au climat de peur et d'incertitude qui caractérisa la seconde partie de son règne. Le roi, qui avait été autrefois considéré comme un prince de la Renaissance, cultivé et relativement modéré, se révéla désormais comme un souverain capable d'une cruauté extraordinaire pour satisfaire ses désirs. La réaction internationale à l'exécution d'Anne fut de choc et de condamnation. Les cours européennes, déjà horrifiées par la rupture d'Henri avec Rome, le considéraient désormais comme un tyran dangereux qui avait assassiné sa propre épouse pour satisfaire sa soif d'une autre femme. L'exécution a endommagé la réputation de l'Angleterre à l'étranger et a encore plus isolé le pays de l'Europe catholique. Pourtant, malgré tous les calculs politiques et les conséquences internationales, le coût humain de la destruction d'Anne est resté l'aspect le plus important de toute cette affaire. Une femme qui avait autrefois été la personne la plus puissante d'Angleterre, après le roi lui-même, a été réduite à un cadavre sans tête sur un échafaud, sa vie sacrifiée aux ambitions et aux insécurités de son mari. La Tour de Londres, qui avait été témoin de l'exécution d'Anne, allait continuer à servir de théâtre à des drames royaux et à des exécutions politiques pendant des siècles. Mais le souvenir de ce matin gris de mai 1536 allait perdurer. Dans les pierres de la forteresse, un rappel du prix de la faveur royale et des dangers de se trouver trop près du pouvoir absolu. Les funérailles d'Anne furent aussi précipitées et indignes que son procès. Ses restes furent placés dans un vieux coffre en orme qui avait autrefois contenu des manches de flèches, et elle fut inhumée dans la chapelle Saint-Pierre aux Liens, sur le terrain de la tour. Pas de funérailles fastueuses, pas de cérémonie royale, pas de monument pour marquer le lieu de repos d'une femme qui avait été reine d'Angleterre. L'emplacement de l'inhumation d'Anne était ironiquement approprié. Elle fut inhumée dans la même chapelle où beaucoup d'autres victimes de la justice royale avaient été enterrées, y compris son propre frère, George, et les hommes qui étaient morts comme ses prétendants. La chapelle devint un lieu de rassemblement pour ceux qui étaient tombés en disgrâce auprès d'Henri, un témoignage silencieux des conséquences mortelles de la proximité du pouvoir. Dans les jours qui ont suivi l'exécution d'Anne, la vie à la cour a continué avec une normalité presque obscène dans sa cruauté. Les courtisans qui avaient autrefois concouru pour l'attention d'Anne se sont maintenant concentrés sur le fait de se gagner la faveur de Jane Seymour. Le mécanisme du gouvernement royal
a continué à fonctionner comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit, comme si l'exécution d'une reine n'était qu'une autre tâche administrative accomplie avec l'efficacité typique des Tudors. Pourtant, sous la normalité apparente, le traumatisme de la destruction d'Anne a continué à résonner à la cour. Ceux qui avaient été témoins de son exécution ont gardé le souvenir de ce coup rapide et décisif qui avait mis fin à une vie et changé le cours de l'histoire anglaise. L'image d'une reine à l'aveugle, agenouillée près d'un bloc, conservant sa dignité même face à la mort, allait hanter ceux qui avaient été présents pour le restant de leurs jours. L'impact psychologique sur Henri lui-même reste une question de spéculation historique. Les témoignages contemporains suggèrent qu'il n'a montré aucun signe extérieur de remords ou de regret, se jetant au contraire dans son nouveau mariage avec un enthousiasme apparent. Pourtant, la rapidité avec laquelle il s'est employé à effacer Anne des registres officiels et de la mémoire publique suggère un homme désespéré de se décharger du poids de ses actes. Les portraits officiels d'Anne ont été retirés des résidences royales. Ses initiales ont été effacées des bâtiments où elles avaient été fièrement affichées, et ses armoiries ont été remplacées par celles de Jane Seymour. L'effacement systématique de la présence d'Anne du paysage physique du pouvoir royal a été minutieux et délibéré, comme si Henri croyait qu'en effaçant toute trace de son existence, il pouvait en quelque sorte annuler la réalité de ce qui s'était produit. L'histoire a le moyen de préserver ce que les souverains cherchent à détruire. L'histoire d'Anne a survécu non seulement dans les archives officielles, mais dans le souvenir de ceux qui l'avaient connue, dans les conversations chuchotées des courtisans qui avaient assisté à son ascension et à sa chute, et dans la légende grandissante d'une femme qui avait défié l'ordre établi et avait payé le prix ultime de son audace. L'exécution d'Anne Boleyn marque un tournant dans le règne d'Henri VIII et dans l'histoire de l'Angleterre plus largement. Elle a démontré dans quelle mesure le pouvoir royal pouvait être utilisé pour détruire même ceux qui étaient les plus proches du trône, et elle a établi des précédents qui influenceraient le traitement des reines et des opposants politiques ultérieurs. La femme qui avait autrefois été assez puissante pour changer la direction religieuse d'une nation entière avait été réduite à un conte moral sur les dangers d'une ambition excessive et la vanité des faveurs royales. Au coucher du soleil du 19 mai 1536, la tour de Londres s'est assise dans un calme inquiet. L'échafaud avait été démonté, la foule s'était dispersée et les preuves physiques de l'exécution d'Anne avaient été enlevées. Mais les conséquences psychologiques et politiques de ce qui s'était produit ce matin-là continueraient à façonner l'histoire de l'Angleterre pour les générations à venir. La femme qui s'était réveillée ce matin-là, au son de l'acier qui était aiguisé, était maintenant en paix. Ses luttes avec Henri et la cour étaient enfin terminées. La lame qui avait été préparée avec tant de soin et de précision avait accompli sa fonction avec une efficacité meurtrière, réduisant à jamais au silence une voix qui avait autrefois commandé l'attention des rois et changé le cours des nations. Dans les ténèbres croissantes de ce soir de mai, tandis que les gardes de la tour faisaient leur ronde et que la Tamise caressait les murs de la forteresse, le fantôme d'Anne Boleyn commençait sa longue persécution de l'histoire anglaise. La femme qui avait été effacée de la mémoire officielle vivrait dans les histoires racontées par ceux qui se souvenaient d'elle, dans les questions soulevées par les historiens qui doutaient de sa culpabilité, et dans la légende d'une reine qui avait osé défier un roi et avait payé cette audace de sa vie. Le bruit de l'acier aiguisé avait annoncé le début du dernier jour d'Anne. Le silence qui a suivi son exécution a marqué la fin de l'un des chapitres les plus dramatiques et les plus tragiques de la longue et sanglante histoire de la couronne d'Angleterre. Dans ce silence, chargé du poids de ce qui avait été perdu et de ce qui avait été détruit, la véritable horreur de l'exécution d'Anne Boleyn s'est enfin révélée. Non seulement la mort d'une femme, mais le meurtre de possibilités, la destruction d'un avenir différent et le triomphe de la peur sur l'espoir dans le monde perfide de l'Angleterre des Tudors.